C'est une soirée consacrée à la culture, et moi, pour commencer, je crois qu'un artiste est aussi avant tout un citoyen, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'enfermer les uns les autres dans leur métier. C'est un citoyen engagé dans la cité qui aussi a besoin d'entendre, pas seulement lui répéter des choses qu'il fait au quotidien, mais de pouvoir donner ses opinions et d'écouter des propositions qui sont d'ordre politique. Plus rien ne sera jamais comme avant. L'élection présidentielle a fait exploser un champ politique traditionnel, qui ne reviendra plus sous ses formes habituelles, et émergent de nouvelles forces politiques. Nous faisons partie, la France Insoumise, de ces nouvelles forces politiques qui émergent. 18% seulement des électeurs inscrits, ça veut dire 82% des gens qui n'ont pas voté pour lui. Sur ces 18%, près de la moitié qui ne le font pas par adhésion. Et pourtant, la Ve République concentre aujourd'hui, entre les mains de cet homme, l'ensemble des pouvoirs. Donc on est là face à un système, on l'a vu, qui met à distance le citoyen. Il y a une représentation politique institutionnelle, mais qui ne correspond pas finalement à ce que pensent les gens. Et cette mise à distance entre le citoyen et le pouvoir politique, je trouve qu'il y a là une forme de métaphore, un peu aussi la mise à distance entre le citoyen et l'art finalement. Où il y a une grande distance entre l'aspiration profonde des gens à bénéficier d'un art qui lui permet de s'émanciper et la manière dont ce qu'on appelle culture est donnée à un plus grand nombre, essentiellement parce qu'on a, et on va en parler dans quelques instants, une culture qui est souvent liée à une logique de rentabilité et c'est la sphère de la finance qui s'est élargie dans ce domaine-là. Mais donc il n'y a pas d'art émancipateur. Art émancipateur, déjà je mets une idée, je crois qu'ils nous partagent tous, sans se poser aussi la question d'une émancipation d'ordre politique. C'est pourquoi nous on a mis dans la campagne le thème de la 6ème République. C'est important, d'accord? Le citoyen émancipé ne le sera pas seulement par l'art et la culture, il le sera aussi, en se donnant les moyens, d'institutions politiques qui lui permettent véritablement de faire respecter sa propre souveraineté. Eh bien, un art libéré nécessairement se pose la question de modifier les conditions d'existence, le monde dans lequel on est, et permet à chaque individu de réfléchir sur sa propre condition. Nous, on prend le parti de la création, indiscutablement. Déjà, commençons par l'essentiel. Nous proposons d'élargir le financement de la culture et de l'asseoir sur la création de richesses. Et ce que nous avons porté dans la campagne présidentielle, c'est 1% du produit intérieur brut consacré à la culture. C'est 20 milliards qui seraient consacrés à la culture, ce qui serait une hausse significative aujourd'hui. Nous défendons un service public de la culture englobant, pour nous, les équipes de l'État, les collectivités territoriales, les théâtres, les cinémas, etc., mais aussi les nombreuses entreprises qui devraient être aidées, je pense notamment aux compagnies, et puis bien sûr, comme on est à Montreuil, on réfléchissait avec Laurent, même une librairie comme Folidante, moi qui habitais à Montreuil, qui était un des lieux très importants dans ma propre structuration de lecture, c'était à l'époque Jean-Marie Ozanne qui s'occupait de ça, et bon, ce genre de lieu dont on doit continuer à être aidé. Deuxièmement, nous voulons une ambition culturelle pour toutes et tous, et ça c'est un combat extrêmement important. Laurent Klashbaum, là aussi, m'a appris un mot que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de lutter contre la désintimidation des citoyens. Il ne suffit pas de proclamer, et même de faire la gratuité d'équipements culturels. Mécaniquement, ça n'entraîne pas une démocratisation de l'accès à la culture, vous le savez tous. Par exemple, aujourd'hui, on a 25% des ouvriers qui fréquentent les théâtres et 60% des cadres qui y vont. Et c'est pas, on le sait très bien, toujours un obstacle d'ordre financier. Beaucoup de fois de politiques sont menées, qui sont plus ou moins bonnes, qui visent à quasiment tendre vers la gratuité, sans pour autant que ça ait des conséquences. Donc il y a tout un travail qui doit être fait pour permettre que les populations aient véritablement accès à la culture, et ça c'est nécessairement d'ordre des politiques publiques, notamment avec le premier instrument, me semble-t-il, un travail qui est notamment qui doit être porté par l'éducation nationale. Si on avait seulement pour objectif, qui est un objectif qu'on peut considérer modeste, que les classes assistent une fois par an à un spectacle vivant, il faudrait multiplier par 12 qui existe d'ores et déjà. Donc nos propositions, c'est favoriser le renouveau de la médiation culturelle, fixer des objectifs de mixité et de fréquentation des institutions culturelles, développer bien sûr la gratuité des musées, et développer l'enseignement artistique et la présence des artistes dans les établissements scolaires. Troisième point, garantir un statut social évidemment et des revenus dignes pour les artistes. On le sait, sur les 110 000 artistes qui bénéficient aujourd'hui du statut d'assurance chômage, il y en a 250 000 qui cotisent, donc 250 000 cotisants pour seulement 110 000 qui bénéficient du système d'assurance chômage. Ça montre la distorsion et le problème de fonctionnement du système. On pourrait continuer à dire par exemple qu'il y a seulement 150 auteurs français, là je parle de littérature, qui vivent de leur plume. On pourrait pérenniser et élargir le régime des intermittents. Étendre ce régime aux autres professions artistiques, c'est une proposition que nous avons portée pendant la campagne. Il y a notamment de la part
pour les écrivains et les peintres aussi la possibilité d'un système d'assurance chômage tel que ça existe dans d'autres professions, titulariser les précaires et les permittents du service public, pour ceux qui notamment travaillent à la télévision, il y a là, vous savez très bien, une utilisation abusive du statut d'intermittent qui est assez scandaleux, et nous sommes pour titulariser l'ensemble des postes. Prélever une taxe sur les GAFA, vous savez, les grands opérateurs, Google, etc., qui utilisent les œuvres sans contribuer à la contribution ni au revenu des auteurs, et faire appliquer le 1% artistique dans la dépense de construction prévue par la législation, les bâtiments publics, et l'étendre aussi aux grandes constructions privées. Et je voudrais insister sur un quatrième point important, c'est celui de la lutte contre les discriminations sociales de sexe et d'origine. Car il y a aussi dans l'art, et c'est assez surprenant, on aurait pu penser que dans la culture, il y a eu, de par les gens qui en sont les praticiens, une exigence ou du moins un souci particulier sur cette question-là, mais c'est quand même le règne d'une inégalité entre les hommes et les femmes qui est confondant. Je vous donne ces chiffres parce que peut-être vous ne les connaissez ou pas, ou si vous les connaissez, faites-les passer. En 2015, les femmes dirigent en France 0 théâtres nationaux, 0%. Il y a 0% de direction d'orchestre. Il y a 0% de direction de centres nationaux de création musicale pour les femmes. Seulement 11% des centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des femmes. 5% seulement des lieux qui ont une direction, et seulement % des lieux qui ont une direction mixte. 17% seulement des pôles cirques sont dirigés par des femmes. 10% seulement des scènes régionales. En 2014-2015, sur l'ensemble des œuvres qu'on a pu voir, 1% étaient par des compositrices femmes, 4% par des femmes chefs d'orchestre, 4% par des instrumentalistes de jazz, 8% des instrumentistes dans les musiques populaires, 15% seulement de metteuses en scène d'opéra, 21% de solistes instrumentistes, 24% auditrices, 28% seulement de metteuses en scène, 35% de chorégraphes. Et dans le domaine audiovisuel, non, je donne ces chiffres parce que quand on les voit, on en est un peu saisi. Dans le domaine audiovisuel, 17% de réalisatrices seulement, 23% de réalisatrices scénaristes de films au budget compris entre 1 et 7 millions d'euros, 3% de réalisatrices scénaristes de films au budget de plus de 15 millions d'euros et 21% de dirigeants de sociétés de production cinématographique sont des femmes. Voilà, je vous rappelle enfin, puisque nous sommes actuellement durant le Festival de Cannes, il y a eu depuis 70 ans maintenant que ce festival existe, une seule femme qui a remporté la Palme d'Or, c'était Jeanne Campion, et depuis il n'a pas eu d'or. Non, mais je voulais rebondir sur les chiffres qu'Alexis Corbière vient de nous donner. Simplement, quand vous avez parlé à la fois de discrimination plus large que les discriminations femmes, et sur la question des discriminations sur lesquelles moi je suis personnellement engagée dans l'association collectif Décoloniser les arts. La question de l'absence totale de personnes d'origine diverse se pose de façon absolument criante. Et là-dessus, il n'y a aucune avancée. Et il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres, de même de la façon dont on peut les avoir pour les femmes, puisque la question comment on appelle ça, des statistiques ethniques est totalement interdite en France. Il y a cependant une étude qui a été faite par l'INED, et cette étude a été faite à partir de l'autodéclaration des gens qui ont dit voilà, moi je me considère comme appartenant à la diversité, et nous représentons 30% de la population française. Or, il y a zéro directeur et il n'y en a nulle part. Les deux seuls endroits où il y a des directeurs d'origine africaine, où il y a d'origine africaine, c'est à San Kouyaté, à la Martinique, donc disons les choses rapidement chez les Noirs, un autre, José Plia, qui vient d'être remplacé par un autre Noir à la Guadeloupe, chez les Noirs également. Par conséquent, ça veut dire que tous ces gens qui postulent et qui ont les capacités d'obtenir des directions sont renvoyés assignés à une identité, à une origine, etc. Et tout cela a des conséquences sur la fréquentation des scènes également. C'est-à-dire que vers qui est-ce qu'on se tourne, où est-ce que se trouvent les théâtres, à qui est-ce qu'on s'adresse, à qui est-ce que les textes s'adressent, comment est-ce qu'on pourra apporter un soutien particulier pour décoincer quelque chose
qui coince au niveau de la culture, mais qui coince au niveau de l'ensemble de notre société, puisque un certain nombre des conflits auxquels nous sommes confrontés ne peuvent quand même pas être totalement déconnectés des réalités sociales, spatiales et culturelles qui sévissent, entre guillemets, dans notre pays. La charte des auteurs jeunesse, ils avaient fait des petits marque-pages avec des pizzas ou des gâteaux ou des concombres, et ils montraient en camembert la part pour tous les gens qui se sucrent et ce qui reste aux auteurs. C'est insultant, je ne sais pas comment le dire, ça dure depuis des années et des années, donc il faudrait absolument que vous rentriez dans le vif du sujet et que très concrètement, quand on dit on sort de la marchandisation, ok, mais il faudrait peut-être être un peu plus précis. Dans le secteur du spectacle vivant, notamment les artistes-interprètes, les artistes sont considérés et sont des salariés. Et aujourd'hui, tout est fait pour les transformer en auto-entrepreneurs, en entreprises individuelles. Et on a de façon forcenée une marche à l'individualisation des esprits, à l'individualisation des structures mutualisées, des structures de création, et on voit que les politiques publiques s'appuient là-dessus. Les politiques capitalistiques de concentration, mais les politiques publiques, en s'appuyant, et ça c'est redoutable, sur les nouvelles technologies. Ainsi, dans le secteur de la musique, on dit maintenant, et les centres de formation payés par l'État, les sociétés civiles le disent aussi, faites tout vous-même, do it yourself. Il n'y a plus de métier, on fait tout, et on est toute la journée devant son ordinateur pour créer, pour produire, éditer, diffuser, chercher les concerts. On est l'entreprise individuelle. Et les premières études sont catastrophiques parce qu'on parlait justement de la question de l'égalité, de la parité et surtout de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette société qui se construit sur le do-it-yourself, c'est une société d'hommes, jeunes, 25-50 ans, blancs et de milieu aisé, parce qu'il faut se permettre d'essayer de réussir tout seul en gommant tous les métiers. Aujourd'hui, c'est tous les droits culturels. On a mis les droits culturels sont considérés comme des droits de l'homme. Mais c'est un piège, parce qu'aujourd'hui, ça a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ces droits culturels s'opposent aux politiques culturelles. Or, dans notre pays, on a construit des politiques culturelles qui reposaient sur un service public le plus fort possible des arts, de la culture et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on le remet en cause. On remet en cause toutes les politiques culturelles et leur financement au profit de pseudo-droits culturels qui n'ont aucun effet, mais qui permettent les droits culturels de couvrir M. Estrosi qui, lui, développe la culture provençale, ou dans le Nord, à forte majorité du Front National, des cultures de repli communautariste. Donc toutes les batailles qu'on mène contre le rejet de l'autre, contre l'extrême droite, contre la marchandisation, elles sont aussi dans toutes les politiques culturelles, et c'est ça qu'il faut remettre en cause en étant particulièrement offensif là-dessus. Il me semble que là, il y a quelque chose, il y a des outils que je ne trouve pas assez mis en valeur. C'est tous les. Vous parlez d'émancipation, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'on est nombreux là-dessus pour dire que oui, l'art, c'est un axe, c'est permettre de penser par soi-même. C'est des outils pour penser par soi-même. L'éducation populaire, le terme n'est pas noté dans le programme, je trouve qu'il est noté, mais pas... je trouve pour moi, il n'est pas assez noté. C'est des outils prodigieux. Je dois dire, il y a des gens dans notre pays qui font ce travail-là. On a plein d'outils. Ils ont été abandonnés. Je pense qu'on est beaucoup à connaître l'histoire. Pendant 5 ans, l'éducation populaire faisait partie du ministère de la Culture. Et puis, on a dit que non, il n'y avait que les jeunes qui devaient apprendre. Et on a mis ça du côté des sports. Et maintenant, on dit il n'y a que les jeunes qui doivent apprendre. Les autres, c'est bon, tu vas bosser, tu vas faire. Voilà. Pourquoi pour moi, il y a un chantier énorme, des outils prodigieux, il faut s'en saisir. Je pense qu'il y a vraiment, on doit travailler avec. Il y a des tas de gens dans ce pays qui connaissent cette histoire et qui en sont les praticiens. Moi, je bosse beaucoup dans le sud-ouest. Il y a des tas de gens là-bas qui ont vécu ça, qui sont dans les foyers ruraux, qui sont des gens qui, au quotidien, on n'est plus dans cette question de comment je remplis ma salle, parce que c'est vrai que moi ça me donne un peu le petit cœur, le côté comment je vais faire pour remplir ma salle de 800 places au CDN de Montreuil. Je prends un exemple comme ça. Mais, oui, mais déjà il y a une salle de 800 places.
Donc la question elle se pose déjà là. Pourquoi on fait ça? Voilà, se pose. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'argent, c'est le mettre pour construire une salle de 800 places? Après, il faut la faire fonctionner. Et du coup, je vous refais un pont avec ce qu'a dit Delphine, c'est que HF, moi j'ai fait partie de la fondation de l'association HF, mais la question de la parité, c'est pas que la question de la parité, c'est comment ça fonctionne les grosses entreprises culturelles. Comment elles fonctionnent? Est-ce qu'on pourrait se pencher sur comment ça marche, comment les gens travaillent entre eux? Parce que ça, quand même, c'est intéressant. Ah, c'est dingue, les femmes, elles sont pas représentées. Oui, mais je suis désolée, les entreprises culturelles, si on les considérait comme une entreprise qui fait, je sais pas, comme n'importe quelle entreprise qui fait des chaussettes, on dirait, mais c'est vraiment le 19e siècle. Non, c'est vrai. On est surpris par ça. Mais à tous les niveaux, ce que vous disiez, madame, sur les représentations de la diversité, c'est pareil. Mais là, comme c'est la culture, on dit oui, mais la culture, les gens sont progressistes, ils sont de gauche et tout ça. Non, je suis désolée, moi je suis en colère. Non, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a peu à peu une tentative de faire comme on a fait dans les hôpitaux, etc. De faire que les conservatoires vont devenir des donneurs d'ordre. Et que peu à peu, on va obliger les orchestres à faire les grands orchestres à faire leur propre formation. Que les orchestres vont devenir en même temps qu'ils sont orchestres, formation musicien. Et c'est ce qui se dessine un petit peu, y compris à des choses difficiles de critiquer, comme l'orchestre à l'école, par exemple. On dit c'est vachement bien. Mais comme c'est fait, il y a des arrière-pensées qui ne sont pas aussi claires que ça. Voilà. Hein? Effectivement, c'était de repérer des gens qu'on va former après nos orchestres, on va comme ça pouvoir détricoter les conservatoires. Arrêter avec ce fantasme des permittents à la télé. On n'est plus en 2003. La réalité des chaînes de télé actuellement, parce qu'ils ont bien compris comment il fallait procéder, les gens sont en rotation. Dès qu'ils ont fait leur Graal de 507 heures, ils sortent des plannings. Et une boîte comme TF1 les éjecte complètement de leur base de données au bout de 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans d'ancienneté, ces gens ne peuvent plus travailler pour la boîte qui les a fait bosser en rotation pendant des années. Donc c'est un vrai problème. Je suis syndiquée à la CGT et c'est un vrai problème de qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là. C'est bien beau de réclamer tout le monde en CDI, les permittants, ça suffit. Mais un poste, il tourne en rotation, faites le calcul, à 4, en gros. Donc ça veut dire que si on fait des contrats permanents sur ces postes-là, on en éjecte 3 qui pouvaient vivre. Donc je veux juste qu'on ne perde pas ça de nos têtes. C'est pas aussi simple. Alors dans mon domaine, la situation au niveau de la marchandisation, sur les droits sociaux, sur la conscience des jeunes, sur ce qu'ils ont à défendre pour leurs droits, devient mais plus que préoccupante. Donc, ils n'en ont plus rien à foutre du salariat. Moi, tous mes jeunes collègues, dès que j'ai affaire à des nouvelles personnes, je leur demande, beaucoup sont à la Maison des Artistes et beaucoup sont auto-entrepreneurs. Donc cette bataille-là, elle est extrêmement sensible et par moments, j'ai l'impression qu'on est en train de la perdre. Sur les conventions collectives qui pourraient, par exemple, interdire l'auto-entrepreneuriat dans ces secteurs, c'est mis à mal par la loi travail. Donc là, avec ce qui nous attend cet été, Macron passe par là et beaucoup de mes collègues voient ça très bien, de promouvoir, ça a été dit, l'auto-entreprise, le fait que je monte ma petite société, puis je me débrouille, je fais ce que je veux et c'est génial. L'autre préoccupation que je veux pointer, c'est le coût de la formation. Alors moi, je suis dans un secteur où on bénéficie depuis 2 ans, après de multiples batailles et des lobbying épouvantables à l'Assemblée nationale, d'un crédit d'impôt qui a permis de relocaliser énormément de production, notamment étrangère. Donc les films américains en ce moment, il y en a beaucoup en France. On a eu une période épouvantable il y a quelques années, et là ça relocalise à tour de bras les films français et surtout des productions étrangères. Et puis des gens comme moi, on intervient sur la partie des effets spéciaux. Donc c'est des emplois. Alors moi je suis définie comme technicienne en France, parce qu'à l'étranger on est défini comme artiste. On est obligé d'avoir un savoir-faire technologique hyper pointu, se remettre en question en permanence, en même temps qu'il nous faut des qualités artistiques. Donc les écoles
Il y en a de plus en plus. Elles ont compris la manne. Actuellement, ils estiment quasiment qu'il faut un master, un équivalent master, pour que des jeunes gens puissent commencer à travailler dans ces boîtes à des salaires très très bas, parce qu'évidemment, ils ont convenu de salaires très très bas à travers la convention collective. Le problème, c'est que ces jeunes gens, il y en a de plus en plus, ces écoles sont sans aucun contrôle, la moyenne du coût, c'est 7 à 8 000 euros l'année sur 5 ans. Donc on est en train de laisser la jeunesse de ce pays, qui beaucoup veulent travailler dans les jeux vidéo, les films d'animation, il y a de plus en plus de travail, les écoles font de plus en plus des marges absolument incroyables, on est en train de paupériser toute cette jeunesse, et une bonne partie de ces gens même ne font plus d'emprunt. C'est-à-dire qu'on va avoir une fracture sociale dans ce milieu qui, moi, je trouve est absolument inacceptable, parce que seuls les enfants, les jeunes adultes dont les parents pourront subvenir à 30 000, à 50 000 euros pour financer leurs études accèdent. Ça, c'est déjà en marche. Donc voilà, je tire l'attention là-dessus. Moi, j'ai vu dans le programme sur le deuxième point, et je suis venue surtout pour ça en fait. Il est marqué qu'il y aurait une interdiction de sponsoring privé dans les services publics et événements culturels. Alors, je suis désolée de m'asseoir, mais moi, il y a des années où le subventionnement étant tellement maigre, j'ai dû faire appel à du mécénat d'entreprise. J'ai été frappée à des fondations telles que la SNCF. Cette année, l'année dernière, on nous a demandé de nous structurer dans la compagnie. Il faut savoir qu'on donne des ateliers à des femmes migrantes, mais aussi à des Roms dans les bidonvilles, à Boissière-Acacia, et que l'on fait des spectacles, notamment de prévention, enfin bref, on fait tout le travail. Je dis nous, en fait, on est deux. En fait, on est deux metteurs en scène auteurs, et parce que certainement je suis la plus jeune, c'est moi qui fais aussi la comptabilité, l'écriture des dossiers de subventionnement, le secrétariat, les relations publiques aussi. Bref, et on a eu quelques petites mains, des aides justement de management qui sortaient d'école et qui étaient complètement perdues face à notre mode de vie. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas vrai, on ne travaille pas de 10h à 17h dans un bureau quand on est metteur en scène, comédien, auteur de théâtre, et que l'on travaille dans des structures... ou pas d'ailleurs, quand on va dans les bidonvilles, en ce moment, on est en train de travailler à l'extérieur parce qu'on n'a pas réussi à obtenir de salle. J'ai une salle à l'année pour d'autres ateliers, mais pour eux, j'ai pas réussi à obtenir de salle. Et cette année, ils ont eu la belle idée, comme je n'étais pas structurée, de nous couper les subventions. Donc en fait, sans les entreprises, aujourd'hui, on serait mieux. Donc ma question, je la réitère peut-être, comment, nous l'année dernière, le JET et l'État nous ont filé 7 000 euros à l'année. Je ne sais pas, 7 000 euros pour faire tourner des ateliers sans... Si tu permets là-dessus, et peut-être que d'autres, tu as tout à fait raison, hein. Si pris comme ça, ce bout du programme peut sembler un peu baroque, mais l'idée justement, c'est d'avoir une autre politique publique. Déjà, la révolution fiscale qu'on met en œuvre dans la totalité de ce programme, hein. Je rappelle que nous sommes pour 14 tranches d'impôts, des taxes pour les entreprises, notamment les grands groupes plus importants. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que du fait qu'il y ait des niches fiscales, notamment pour ceux qui achètent des produits culturels, amène de plus en plus à ce qu'il y ait une forme de glissement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a de moins en moins de politique publique, et de plus en plus ça passe entre les mains de mécénat privé. Alors je comprends qu'un artiste dise, ben moi, faute de mieux, je me tourne vers le mécénat privé parce que sinon j'ai rien. Mais est-ce qu'à l'inverse, on ne doit pas nous créer des conditions qu'il y ait, d'un point de vue fiscal, une reprise en main de l'État qui, lui, mène des politiques publiques avec une vision d'ensemble, plutôt que, là encore, les politiques qui tendent de plus en plus vers le modèle anglo-saxon, avec des grandes fondations privées qui font le choix de certaines choses et qui, elles, en vérité, sont celles qui impulsent le plus des formes de politique publique, mais sous conduite privée. Alors c'est quand même problématique à terme, parce que ceux qui font le choix de ce qui est bien, pas bien, bon, est-ce que c'est la Fondation Bernard Arnault de décider quel artiste doit être produit ou pas? Enfin, il y a encore que là, c'est pas le plus... ça a toujours existé. Mais c'est ça la difficulté qu'on pointe, c'est que ce que tu pointes à juste raison, c'est le fait que quand tu te tournes vers différents
organismes dont ça devrait être la mission, tu apportes close, et qu'en dernière analyse, tu es obligé de faire le privé, qui pose un problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on sort là où tu as raison et où c'est maladroit, si ce qui est seulement retenu de la révolution fiscale en quelque sorte que nous proposons, du fait qu'on ait une puissance publique qui a les moyens, notamment sur le terrain culturel, de mener des politiques publiques, et moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, il faut mener des politiques plus culturelles, c'est-à-dire avoir une vision d'ensemble, et ça nécessite des moyens. J'ai expliqué tout à l'heure que nous sommes pour 1% du produit intérieur brut, ce qui quand même permettrait d'avoir un budget de la culture qui augmenterait de 20 à 30%. Ça permettra de répondre aux difficultés que tu rencontres. Je crois que c'est parce qu'on confond trois notions. La notion de mécénat d'entreprise qui fonctionne comme je viens de dire, les chiffres sont écrasants. Ensuite, les grosses fondations type Vuitton, LVMH et compagnie, qui effectivement sont des espèces de monstres qui ont privatisé un pan en bénéficiant de défiscalisation, etc. On connaît le problème. Et il y a ensuite ce qu'on met à tort dans la poche du mécénat, ce que tu disais très bien, c'est sur le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est pas du mécénat, c'est la manche. Quand on voit le taux moyen de recettes de KissKissBankBank, je crois, ça doit être autour de 1800 à 2000 euros par opération. C'est parfaitement dérisoire par rapport aux enjeux. Il faut être très prudent sur le champ sémantique qu'on emploie. Parce que, d'une part, quand on emploie les mots de l'ennemi, c'est que la pensée s'est installée. Et on n'arrête pas de parler avec les mêmes mots de nos adversaires, ceux qui veulent nous éliminer. On emploie leurs mots. Même dans les théâtres, on dit maintenant, dans les relations publiques, quel public il faut cibler. On emploie un langage militaire, comme ça devient assez inquiétant. Je pense que la réflexion sur le langage sémantique, sur le terrain sémantique, elle est très importante. Et d'autre part, il faut travailler sur le particulier, parce que la marchandisation de l'art, ça marche. Enfin, ça marche. Il y a le marché de la peinture, comme l'a dit madame, le marché de la musique, le marché du livre, le cinéma, c'est une industrie, donc ça va encore au-delà du marché. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché de la danse. Il n'y a pas encore. Non, il y a une habitude, mais comment dire, ça se détermine pas en termes de marché. Et le particulier, il est extrêmement important, ne serait-ce que par rapport aux structures qui sont mises en place et à la philosophie des tutelles. Par exemple, il y a en France ce qu'on appelle les centres dramatiques nationaux, et puis on nomme des artistes à leur tête. Chaque artiste est singulier et on le nomme à la tête d'une boîte à chaussures qui est exactement la même, avec le même cahier des charges. Il y a quelque chose qui est... Et quand j'en ai parlé, moi, souvent au ministère, on me dit « mais nous, on ne fait pas le particulier ». Mais c'est bien là l'erreur. Il faut qu'à chaque fois que l'outil qui est proposé à un artiste soit un outil qui l'aide à travailler, pas un outil qui le contraigne. Or aussi, on confond l'action culturelle et l'action de culture. Tout se mélange. C'est pour ça que je pense que dans une réflexion sur un programme autour de la culture et autour de l'art, parce que mon camarade avait raison, culture et art, ça n'a... Bien sûr, oui, il y a quelque chose à voir, mais ça n'est pas la même chose. Et qu'il faut qu'il y ait une réflexion, mais en profondeur sur le champ sémantique qu'on emploie. Regardez le ministère de la Culture, dès qu'il a été accolé avec culture et communication, c'était le signe que c'était mort. C'est le signe d'une infamie idéologique. Alors là, c'est curieux, puisque là, c'est juste le ministère de la Culture. C'est emmerdant, parce qu'il faut reconnaître que ça fait très longtemps, c'est juste le ministère de la Culture. Sinon, c'était le ministère de la Culture et de la Communication. Donc, évidemment que ce qui prend le pas, c'est la communication. Puisque c'est ça qui intéresse. Et effectivement, l'histoire du mécénat, c'est aussi ça. Le mécénat intervient quand il y a une contrepartie. Un tableau, on garde la toile. Enfin, la peinture, on garde la toile. La musique, on a le disque. Le théâtre, on a quoi? On a une captation pourrie qu'on ne regardera pas, parce que le théâtre ne se réduit pas à une captation télévisuelle. Donc, le mécénat, il intervient sur les lieux, sur les structures, sur les murs.
Donc on a à l'Odéon, on a à la Colline, on a dans les grands théâtres nationaux un mécénat, mais sinon ça ne sert à... Ça sert à faire des dîners pour les donateurs, etc. Et donc il faut redéfinir, à mon sens, je crois, il faut redéfinir les concepts. Par tous les bouts qu'on le prenne, ça reste une question de répartition des richesses. Comment nous remettons au cœur une politique publique qui permet une intervention de l'État qui recherche l'intérêt général sur cette question-là, comme sur l'écologie, comme sur toutes les questions. Moi, je ne vois pas d'autre moyen que d'instaurer un autre rapport de force aujourd'hui, évidemment. Ça prendra la forme, tu peux l'appeler lutte des classes, moi ça ne me gêne pas. Hein. La question, c'est pas une fois de plus le vocabulaire qu'on utilise, c'est comment des millions de femmes et d'hommes comprennent ce que tu es en train de dire et se mobilisent à tes côtés. C'est pas d'ouvrir un musée où on regarde les drapeaux rouges comme ils étaient beaux, c'est comment tu fais en sorte que des millions de femmes et d'hommes, on sera d'accord là-dessus, te rejoignent pour lutter pour leur émancipation. Et moi, de ce point de vue-là, je fais une digression. Je crois que pendant la campagne Mélenchon, nous avons mené une bataille culturelle en ne réutilisant pas certains codes certains codes de combat politique passés parce qu'ils font obstacle aujourd'hui. C'est peut-être terrible et on peut le regretter les uns les autres, mais sortir avec un drapeau rouge et chanter l'international à la fin d'un meeting, même si moi ça ne me laisse pas sans effet, il n'empêche que pour beaucoup de gens c'est un obstacle pour participer à des rassemblements. Alors que sitôt qu'on leur parle de partage, de justice, d'écologie, les gens sont d'accord pour se mobiliser. Et ça aussi c'est une bataille culturelle qui permet d'avancer vers cette émancipation. De la même façon qu'on aurait pu discuter, et c'est aussi, me semble-t-il, dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, le poids de la publicité. Moi, j'ai mené une bataille quand j'étais à Paris sur le règlement local de publicité. On a fait un peu reculer l'emprise de la publicité, mais elle est au cœur de la domination culturelle. Des études démontrent que chaque jour, chaque individu, particulièrement les enfants, reçoivent de 3000 messages publicitaires par jour. Évidemment qui après reprennent des codes de domination masculine, des codes d'un type de représentation du citoyen, avec évidemment toute une série de choses que, comme on disait tout à l'heure, où il y a, par rapport à ce que vous évoquiez, sur le fait que nos concitoyens qui ont la peau noire ou qui sont d'origine maghrébine sont formatés, ou il y a un regard formaté qui est donné là-dessus. Moi je ne suis pas gêné à dire qu'il faut décoloniser le regard aujourd'hui, c'est indiscutable. C'est un sujet extrêmement complexe. Ça marche en plus dans les deux sens, la décolonisation du regard. Il y a un lien social à faire qui est lié à des combats sociaux, culturels, etc. Bon, ça aussi, le rôle de l'artiste peut nous aider à mener cette bataille. Donc c'est une tâche extrêmement importante. Mes amis, ce qu'il faut faire, c'est unir ce qui est dispersé. On a essayé un peu de le faire ce soir, ça a été long, c'était parfois peut-être un peu chaotique. C'est des premiers échanges qui ont lieu. Moi, je remercie ceux qui ont permis que cette première rencontre ait lieu. Ce dont je m'aperçois, et c'est un peu triste, c'est qu'il y a beaucoup de blessures dans les propos qui ont été rapportés. Beaucoup de souffrances, beaucoup de gens qui aimeraient pratiquer leur art, qui aimeraient le faire mieux, qui aimeraient être mieux reconnus et qui n'y arrivent pas. Et c'est douloureux de se dire que finalement ce qui doit être le plus porteur d'optimisme dans une société, l'artiste, finalement quand on lui donne la parole, est parfois celui qui manifeste une forme de, je ne sais pas comment le dire, mais une souffrance, une aigreur, non mais une déception par rapport à ça. C'est une société qui va mal. Non mais c'est une société qui va mal pour ces artistes, surtout qu'on leur donne la parole, ont l'impression finalement aujourd'hui d'être méprisés, etc. Donc ça fait partie, je crois, des combats politiques qu'il faut donner à dire que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est à eux qu'il faut donner les moyens de travailler, de faire proprement leur travail, de le faire bien, afin qu'ils puissent aider à ce que la société soit meilleure.